Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on fait un segment Les experts qui dérangent avec un ami à moi, que je suis très très content. C'est la première fois qu'on se parle, moi et Francis, sur ce sujet-là. On ne pouvait pas passer à côté de cette capsule, je dirais, d'information, au minimum peut-être de réassurance pour certaines personnes, parce qu'on voit un stress en ce moment. Si vous ne le saviez pas, vous étiez probablement caché dans une grotte. Le président Trump a été élu aux États-Unis et on sent vraiment un vent de panique au niveau économique. Donc, je me suis dit que ce serait un très bon moment de faire la première capsule des experts qui dérangent avec Francis, qui est un économiste, qui a souvent une opinion aussi qui dérange un peu. Vous pouvez le suivre, entre autres, dans le Journal de Montréal, à Cube Radio, sur son LinkedIn, dans lequel il fait parfois certains petits posts qui provoquent. Francis, super content de te recevoir pour cette petite capsule. Pareillement, Dominique. Merci de m'accueillir. Alors, pour lancer la question, est-ce que tu es content, parce que tu es aussi un entrepreneur, tu es content ou tu n'es pas content de l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis? Là, je parle d'un point de vue personnel, dur au Québec de dire qu'on est content, mais après, allons un petit peu sur l'aspect économique. Ça veut dire quoi pour un entrepreneur, pour quelqu'un qui a sa business au Québec, l'arrivée au pouvoir de Trump pour un second mandat? Je pense que ça va dépendre énormément de l'industrie dans laquelle on est. M. Trump, comme on le sait, là, c'est un personnage politique qui est assez, déjà controversé, mais assez, transactionnel dans sa manière là, de faire des affaires. Donc, c'est sûr que selon que tu es dans ses bonnes grâces ou pas dans ses bonnes grâces, selon qu'on commercialise comme entrepreneur quelque chose que M. Trump et son équipe veulent percevoir qui avantage les États-Unis ou concurrence les États-Unis, on va avoir plus ou moins de facilité à faire des affaires avec eux dans les prochaines années. Chose certaine, c'est un peu une platitude de le redire, mais la seule certitude, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Là. Pendant la campagne électorale, M. Trump a parlé de frais douaniers vers tous les partenaires commerciaux, vers la Chine. Il a parlé de déporter des immigrants là, illégaux. Il a parlé de reprendre le contrôle de la Fed. Toutes des mesures qui, moi, comme économiste, si elles venaient qu'à passer telles qu'elles ont été dites pendant la campagne, seraient des catastrophes. Mais ce qu'on a vu, c'est que pendant la première campagne qu'il a menée à la présidence en 2016, il a dit un paquet de niaiseries pendant la campagne et il n'en a rien fait. Donc là, c'est là, comme je te dis, il faut prendre un petit peu tout ça avec des pincettes. Puis pour peut-être quand même te challenger sur ce point-là, c'est un point, on avait une discussion ce midi, moi, avec mon équipe, sur l'aspect qu'il n'a rien fait la dernière fois, ou très peu, définitivement. Mais il n'y avait pas réellement de pouvoir la dernière fois. Si on regarde, il ne contrôlait pas l'entièreté de l'appareil gouvernemental en termes de vote. C'est aussi sa dernière chance, à moins qu'il décide de changer la loi. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que cette fois-ci, il y a un jeu de cartes beaucoup plus intéressant pour appliquer les politiques qu'il a parlé que la dernière fois. Est-ce que je me trompe d'un point de vue économique? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il décide de passer une loi, il décide d'appliquer un tarif douanier. Il n'y a pas grand-chose qui peuvent l'arrêter, à part son propre parti. Il y a très, très peu de chances que les républicains décident d'aller à l'encontre de ce que Trump décide de faire. Mais ce dernier point-là, Dominique, dit tout, en fait, justement, parce que les républicains, on peut dire que c'est le parti populiste, puis le parti des gens pas d'éducation, puis toutes les critiques qu'on a entendues à ce sujet-là. Ça reste un parti qui est plein de gens très brillants, plein de gens très riches, plein de gens qui ont tout intérêt à ce que les États-Unis aient une économie florissante. Puis quand j'entends ça, comme je te dis, moi, je te dis pas que c'est mon pire cauchemar économique, genre juste pour la théorie de la chose. Je dis que c'est mon pire cauchemar économique dans le sens, toutes ces mesures-là là, de déportation, de contrôle de la Fed, de tarifs douaniers, c'est des mesures hautement inflationnistes pour les États-Unis. Donc déjà, le peuple américain va énormément souffrir parce qu'évidemment, si tu baisses rapidement les taux d'intérêt, par exemple, en contrôlant la Fed, qu'est-ce qui va arriver? Ce qu'on a vécu, là. Tout le monde va emprunter beaucoup d'argent, tout le monde va acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, c'est inflationniste. Si tu déportes 11 millions d'Américains, surtout des immigrants illégaux qui font typiquement des jobs là, que personne ne veut faire, là, éboueurs, femmes de ménage, ramasser des petits fruits, ben, guess what? Toutes ces choses-là vont fortement augmenter de prix. Puis même chose, 10% de tarifs douaniers sur tout ce que tu importes, ben,
tout vient de coûter 10% plus cher. Là, tu comprends? Tes bobettes, puis tes t-shirts, puis ton bois d'œuvre, puis ton aluminium. Donc, ultimement, tout ça serait de très mauvaises mesures si elles sont appliquées telles quelles par M. Trump dans le cadre de son mandat. Donc, j'ai l'impression qu'il a dit ça pendant la campagne un peu pour divertir la foule, mais encore une fois, il y a des très bons économistes autour du Parti républicain qui vont, je pense, servir un peu de garde-fou pour dire à M. Trump, on peut pas faire ça tel quel, ça serait très dommageable. Puis, dans une perspective genre Make America Great Again, là, qui est comme pas mon leitmotiv, là, mais si vraiment l'objectif c'est de renouer avec la croissance puis la richesse passée, tu peux pas faire des mesures comme ça qui sont au contraire très destructrices. Et j'ai été un petit peu surpris de voir, généralement, j'avais lu dans plusieurs médias que le marché était généralement plus favorable aux démocrates. En fait, ce que j'avais entendu, c'est que le marché boursier, généralement, les démocrates permettaient d'avoir une meilleure, je dirais un meilleur retour. Mais ce qu'on a vu, en fait, avec l'arrivée de Trump, moi, je pensais qu'il y aurait quand même une inquiétude au niveau du marché. Puis ce qu'on a vu, c'est que le marché a quand même bien réagi. Évidemment, on peut se demander pourquoi l'action de Tesla a augmenté à une valeur assez grande. Je ne sais pas si l'implication de M. Musk dans l'élection présidentielle avait quelque chose à voir là-dedans. C'est même un peu, ça fait un peu peur parce qu'on sent un petit peu que le politique commence à jouer dans l'économique. Mais comment peux-tu dire que les marchés financiers, en fait, est-ce que les marchés financiers sont rassurés de voir Trump arriver au pouvoir, tu penses? Parce qu'on a quand même vu beaucoup d'entreprises, entre autres les banques américaines, avoir une belle hausse sur le marché en ce moment, ce qui donne un signal économique assez positif. Les dérangeants sont fièrement supportés par le cabinet Blue & Chef Légal. Réflexion juridique, réflexe d'affaires. Communiquez avec nous pour vos besoins en droit des affaires et des technologies. Les dérangeants! Les dérangeants. Il y a trois choses rapidement, Dom. La première, c'est qu'on s'attendait à ce que ce soit un shit show le post-élection, là, que l'un ou l'autre conteste, puis que ce soit très serré. De manière évidente, c'était pas du tout ambigu. M. Trump a tout gagné. Les États clés, le vote populaire, le Sénat, le Congrès, la présidentielle, évidemment. Donc, dans une certaine mesure, la première chose, c'est que les marchés ont réagi en disant même si on dit que M. Trump est imprévisible, au moins on sait que pour les 2-3 prochains mois, ça va pas être la guerre civile. Ce qui aurait pu être le cas si M. Trump avait perdu ou s'il y avait eu du recomptage pendant 2-3 semaines, qui est hautement une situation d'incertitude. La deuxième chose, je pense, pour lesquelles les marchés ont progressé rapidement, tu parles des banques, d'autres titres comme ça, le Bitcoin, bizarrement, c'est qu'en fait, on s'attend à ce que M. Trump mette en place des politiques, notamment fiscales, qui vont être assez avantageuses pour les entreprises. Et donc, c'est sûr que si demain, tu passes d'un taux d'imposition pour les entrepreneurs qui nous écoutent de 25% à 15%, puis que tu génères, je sais pas, 100 millions de profits, ben, tu viens de faire 10 millions de plus, là, tu comprends? Fait que ça, cet argent-là, tu vas soit l'acheter à ta capitalisation, le verser en dividende, le réinvestir en R&D, mais mon point, c'est que c'est évidemment bon pour la valeur des titres. Donc, il y a une logique un peu arithmétique qui était en partie priced in la veille de l'élection, mais maintenant, on a la certitude que c'est M. Trump. Donc là, soudainement, on ajuste la valeur en fonction de cette attente-là. Et la troisième chose, ben, c'est les Tesla et un peu le Bitcoin, comme tu disais. Ben, ça, c'est des gens qui s'attendent directement à être avantagés par la présence de M. Trump. Le titre de son entreprise, là, DGT, là, Trump Media and Technology Group, a aussi progressé fortement. C'est là où, en tout cas, j'ai écouté un balado aujourd'hui anglophone, mais on est quasiment dans une situation d'oligarque, là, comme les Russes. Là, c'est des gens en situation de pouvoir qui sont des entrepreneurs, des milliardaires, dont on attend qu'il y ait des faveurs carrément du pouvoir politique. Je suis pas super à l'aise avec ça, mais ça reste que il y a quelqu'un qui m'a écrit, Dom, tu vas rire, je donne des conférences, moi, souvent dans la vie, et je parle souvent de Tesla, parce que, bon, je suis intéressé par les véhicules électriques, et je disais, j'ai vendu la mienne, honnêtement, puis je pense pas que je vais en racheter, parce que, justement, écoute, je disais, je pense qu'il y a encore du upside, cette compagnie-là elle fait plein d'affaires, puis, bref, cette personne-là qui m'écoutait a acheté du Tesla il y a peut-être 1 mois et demi. Puis là, je regardais, Dom, depuis 1 mois, l'action a pris 60% de valeur. Fait que, donc, si tu avais mis 10 000 j'ai comme fait ton bonus de Noël, mais moi, je donne pas d'avis sur les investissements. Je parle juste d'une entreprise que je connais, de titres que je suis.
Mais cette personne-là avait décidé, suite à ma conférence, à faire ce placement-là. Puis bref, il était très content. Ouais, la crypto, je crois, 117 000 canadiens pour le Bitcoin. Très peu de gens étaient sceptiques sur est-ce que ça allait réussir à passer le cap du 100 000. Et là, on parle quand même de 120 000 Donc, on parle de bonnes nouvelles. Puis tu amènes un point que je trouve assez intéressant puis que j'ai entendu de la part de d'autres économistes. En fait, si le gouvernement Trump diminue l'impact fiscal sur les entreprises, et qu'évidemment, au Canada, on est reconnu pour être assez imposé en termes d'entreprise. Ça veut aussi dire que ça va devenir désavantageux de rester au Canada. Est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir un impact? Entre autres, je réfléchis à peut-être que Connect & Go, je vais me dire, pourquoi ne pas traverser les lignes et aller installer mon entreprise aux États-Unis? Encore plus, si je suis dans le manufacturier dans lequel je devrais me prendre une taxation supérieure chez moi et des frais de douane de 10, 20, 30 %. Est-ce que tu penses que c'est parce que souvent, on a entendu parler de scénario catastrophe, là, un peu comme tout le monde dit que s'il y avait la souveraineté, l'économie s'écroulerait, tout serait fini. On ne le sait pas, on ne l'a pas vécu, ce scénario-là. Et là, on est un peu dans la même chose avec Trump. On a l'impression que ça pourrait devenir une catastrophe économique totale. Est-ce que tu penses que ça va se passer ou encore une fois, on a plus peur peut-être que ce que la réalité ou que le système pourrait donner comme impact en tant que Canadien et encore plus en tant que Québécois? Je reviendrai peut-être sur la prémisse de la première partie de ta question. Pour moi, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui vont faire ce calcul-là. Est-ce qu'ils vont passer à l'acte? Ça dépend. Et tu disais le manufacturier. À la limite, j'aurais envie de dire pas tant le manufacturier parce que pour le meilleur et pour le pire, le manufacturier, souvent, ça vient avec des choses. Tu as une usine, tu as des machines, tu as des gens formés sur des machines. Ça se déplace pas vite. Toi, un SaaS, une compagnie technologique, avec des gens qui sont peut-être un peu plus mobiles, tu as peut-être même des employés aux États-Unis, on ne sait pas, avec le télétravail. C'est sûr que pour les entreprises dans le service technologique, etc., ça va être très tentant d'aller s'installer au Vermont, au Delaware. Beaucoup d'entreprises technologiques canadiennes ont déjà une filiale au Delaware d'ailleurs. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir ce phénomène-là qui risque de se produire de manière assez significative, surtout si le différentiel est de plus en plus grand. Puis là, on l'a vu au Canada, comme tu l'as dit, ça va pas dans la bonne direction. Le taux d'inclusion du gain en capital, la taxation des bénéfices, etc., fait en sorte que d'entreprendre au Canada, bon, c'est pas aussi pire que la France, là, mais ça reste que c'est pas actuellement un contexte qui est très favorable. J'ai souvent dit ces derniers temps, puis je l'ai même écrit dans le journal de Montréal, j'ai l'impression qu'on voit les entreprises et particulièrement les entrepreneurs un peu comme une vache à lait actuellement au pays parce qu'ils ont, entre guillemets, des liquidités, ils ont un certain roulement, on peut aller ponctionner. Là, c'est comme une genre de... C'est pas de la gauche radicale, là, c'est juste on essaie d'équilibrer un peu le budget puis comme, gars, ils ont quelques millions, là, on va ponctionner de ce côté-là. Et donc, à un moment donné, il faut il y a arithmétiquement une limite là, quand ça devient trop désavantageux d'entreprendre dans une certaine géographie, souvent, oui, il y a des gens qui peuvent bouger de géographie. Je pense pas que ça va être un phénomène, là. Il n'y a pas 50 % des entreprises qui vont quitter, Dominique, là, mais ça pourrait malheureusement drainer des bonnes entreprises, des entreprises très profitables, justement, des entreprises avec beaucoup de productivité, avec beaucoup d'R&D, dans des secteurs de pointe de technologie. Puis c'est là où ça, s'il nous reste juste genre la foresterie puis les plombiers, là, c'est bien, là, mais puis avec tout le respect, c'est pas des industries productives, c'est pas des industries où il y a beaucoup d'R&D, c'est pas c'est bon, là, tu peux couvrir tes frais pour faire un petit bottom line, mais donc il faut garder cette diversification-là de nos économies. Puis pour ça, éventuellement, il va y avoir une pression sur nos décisions fiscales canadiennes. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme, un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur, visitez qgda.ca. C'est le moment de la Startup de la semaine présentée par Startup Montréal. Je suis avec Chloé Ryan de Acrylic Robotique. Salut Chloé. Salut, enchanté. Quand j'entends acrylique robotique, on dirait que c'est deux mots qui ne fitent pas bien ensemble. Qu'est-ce que vous faites? En bref, on crée des robots peintres, mais pour notre mission, c'est vraiment de rendre les beaux-arts plus accessibles au grand public et de le faire plus facile pour des artistes indépendants de gagner sa vie. Donc, ce qu'on crée, c'est des bras robotisés qui dippent dans la peinture avec une vraie pinceau et qui ensuite rejouent chaque coup de pinceau de l'artiste original pour créer une reproduction teinte et texturée à une plus grande échelle que quelque chose créé à la main une fois par une artiste indépendante. C'est un peu l'entre-deux entre l'œuvre originale et une reproduction imprimée. Exactement. Qui se vend aussi plus cher.
plus cher que quelque chose que tu prendrais de Ikea, mais beaucoup moins cher que quelque chose qui se vend à travers le biais d'une galerie, par exemple, pour des milliers de dollars. Puis l'artiste qui a fait son œuvre et qui est répliqué par tes robots, est-ce qu'on voit une différence? Et est-ce qu'il n'y a pas un enjeu pour l'artiste de dire non, mais c'est comme une forme de dilution de son talent? Disons, c'est vraiment un peu la même chose que créer une collection de lithographes, par exemple. OK. Donc, c'est un peu même style que ça. Donc, c'est toujours une édition limitée, par exemple. On crée seulement 10 ou seulement 25, puis là, après ça, c'est le tout qui existe dans le monde. Ouais, pour les artistes, c'est vraiment une manière de recevoir de l'argent de ses abonnés ou de son audience qui ne peut pas aborder son œuvre originale. Oui, absolument. Donc, c'est un peu comme avoir une armée de peintres, mais qui refont des œuvres. Un peu comme ça, oui. Combien ça coûte un robot comme ça? Des robots comme ça coûte environ 40 000, mais peuvent peinturer 24 heures sur 24. Oui. Fait que Et combien de temps ça prend à faire une toile? ça dépend du montant de coup de pinceau, puis de la taille aussi, une peinture versus grande. Ouais. Ça dépend entre 2 heures, puis des fois 24 heures pour faire un toile super avec beaucoup de détails. Ben, une toile qui aurait peut-être pris 3 mois à faire par le peintre. Exactement, exactement. Et en quoi la Bourse Plus de Startup Montréal va t'aider dans ta mission? Pour nous, c'était vraiment un moment parfait parce que ça fait 2 ans de recherche et développement. Donc, j'ai créé la technologie avec mon équipe durant mes études. Okay. Fait que là, on est maintenant au stage où les robots fonctionnent, on commence à faire nos premiers projets pilotes, mais on a vraiment besoin d'un petit boost envers la commercialisation. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que moi, je suis super excitée pour avoir été récipiente de la Bourse Plus. Et ça va nous aider à aller sur le marché puis lancer avec des artistes ici à Montréal, mais aussi à l'international. Puis Acrylique Robotique, dans 5 ans, vous êtes où? Dans 5 ans, moi, je veux que quand quelqu'un qui regarde ça ou toi aussi dise « OK, moi, j'ai acheté un nouveau maison ou j'ai un mur blanc », on pense immédiatement à Acrylique. Donc, on a maintenant 3 produits sur le marché. Okay. Des photoprints, des œuvres par nous, par Acrylique Robotique, puis des toiles originales. Donc, moi, je veux vraiment qu'il y ait plus d'art dans le monde, créé par des vrais artistes et ouais, que ça soit fait par nous. Chloé Ryan, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les dérangeants. Alors, on vient tout juste d'entendre l'histoire et la présentation de Chloé Ryan de Acrylics Robotics. Une start-up exceptionnelle selon moi, je dois déjà le dire, je suis un fanatique d'Acrylics Robotics. Selon moi, c'est une entreprise de l'avenir qui a énormément de potentiel. Et souvent, ce qu'on se pose la question, c'est si j'avais 100 000 200 000 à investir, est-ce que j'investirais dans l'entreprise de Chloé, Acrylics Robotics? Dans mon cas, je peux vous le dire, clairement, j'investirais dans cette entreprise-là. Faisons attention, ceci n'est pas une recommandation d'investissement, sachant qu'on ne peut pas faire ça, mais d'un point de vue très, très personnel, j'adore l'entreprise. J'adore surtout sa mission, parce que parfois, on oublie l'importance de la mission derrière une entreprise. La mission de Chloé, qui est de rendre les beaux-arts plus accessibles, mais aussi de permettre aux artistes de gagner mieux leur vie. Et c'est clairement quelque chose qu'un robot comme Acrylics peut faire, parce qu'il met vraiment l'intermède entre l'artiste. Moi, je suis un fanatique d'art. J'aime recevoir, par exemple, une belle toile qui a été faite à la main, parce qu'une reproduction imprimée, je trouve qu'on n'a pas les traits, on n'a pas la texture qui est intéressante. D'un autre côté, est-ce que je suis capable de me payer des toiles à 10 000 15 000 20 000 de manière continuelle? Ben, c'est quelque chose que je trouve évidemment assez coûteux et qui empêche, je crois, le commun des mortels d'acheter des toiles très, très souvent parce que les coûts sont très, très élevés. Et même si on veut encourager un artiste, ben, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer ça. Donc, je trouve qu'on réussit vraiment à se remettre au milieu avec cette entreprise-là de l'art. Donc, oui, il est fait par un robot, mais il reproduit quand même qu'est-ce que l'artiste fait. L'artiste va toucher de l'argent sur ça. Donc, on va aussi aider des artistes à mieux gagner leur vie, à être un petit peu plus prospères avec ça. Et d'un autre côté, ben, je pense, moi, dans ma maison, à avoir des toiles d'artistes intéressantes, mais aussi à des hôtels, à des groupes corporatifs qui pourraient vouloir différentes œuvres d'art pour habiller les murs, pour donner en fait une certaine vie à l'intérieur des bâtiments. Et c'est ce que la start-up de Chloé Ryan propose avec Acrylic Robotique. Pour moi, c'est un projet qui mélange à la fois le côté artistique de Chloé et son côté ingénieur, parce que pour avoir rencontré Chloé à quelques reprises, elle a étudié en ingénierie. Ça mélange ses deux passions, c'est elle-même une artiste. Et ça, c'est quelque chose que j'adore dans des histoires de start-up.
c'est de voir des gens qui ont décidé de régler un problème qu'eux avaient. Donc, pour le cas de Chloé, elle avait ce problème-là de dire, ben, j'ai pas envie de faire des reproductions et de passer ma vie à toujours refaire les mêmes toiles. Je pense qu'on pourrait automatiser cette tâche-là. Je suis passionné de la robotisation, mais aussi de l'art. Comment je suis capable de mettre mes deux passions dans un seul projet? Et Acrylic Sobre Robotics, aujourd'hui, ben, commence à être reconnue. On en entend parler dans plusieurs grands médias. Elle fait énormément le buzz. C'est aussi une entrepreneur féminin dans lequel il y a énormément de persévérance, une très, très grande vision. Donc, moi, je vous recommande fortement d'en apprendre plus sur Acrylics Robotics. Et pour moi, c'est définitivement une entreprise qu'on doit surveiller dans les prochaines années. Les dérangeants! Les dérangeants. Non, puis il pourra définitivement avoir, je suis d'accord avec toi que les usines, c'est pas facile à déplacer, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà des facilités de production aux États-Unis. Donc, je me dis, il y en a peut-être qui vont décider quand même de dire on va réduire aujourd'hui notre production québécoise et l'amener directement sur le territoire américain, surtout aussi pour sauver, évidemment, on verra les frais douaniers s'il y arrive. Je pense qu'on a tous un petit espoir que le Canada pourrait être un peu protégé de par ses liens commerciaux, mais on sait très bien que Trump n'est pas très dans l'amitié nécessairement, beaucoup plus dans le sens des affaires et souhaite imposer. Donc, on verra un petit peu ce qui va se passer de ce côté-là, mais ça inquiète définitivement énormément de gens parce qu'on en entend parler depuis son élection de l'impact potentiel économique, l'impact évidemment aussi au niveau de l'immigration, ce qui ferait qu'énormément d'immigrants voudraient venir se réfugier au Canada. Quand nous aussi, on commence à dire qu'on veut fermer un peu plus chez nous. Ça, je pense que... Moi, je voyais ça comme un avantage, puis peut-être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Moi, je me disais, on va peut-être récupérer des cerveaux, on va peut-être récupérer certaines personnes qui habitent aujourd'hui aux États-Unis et qui ne se retrouvent plus dans ce climat politique-là. Donc, je me suis dit, entre autres, en technologie, en intelligence artificielle, penses-tu qu'il y a des gains aussi à faire de ce côté-là, d'un point de vue d'une entreprise canadienne, d'aller recruter aujourd'hui aux États-Unis en se basant sur ça? 100%. Puis moi, après, tu sais, je ne veux pas rentrer dans le débat politique là-dessus, Dominique, mais moi, personnellement, j'accueillerais 1 million d'immigrants par année au Canada tous les années pour le reste de l'éternité. C'est un problème, comme je l'ai dit souvent sur plusieurs tribunes, pour moi, c'est un problème d'ingénierie. Il faut construire des maisons, il faut leur apprendre à parler la langue, puis il faut les mettre au travail. Tu sais. La dimension politique, là, le monde qui font des espèces de... qui brandissent des épouvantails là, dont on va être minoritaire, là, puis ils vont imposer la charia, là, rien à foutre. Mais puis, qui plus est, comme tu le dis, imagine là, des gens qui sont actuellement aux États-Unis, ils travaillent probablement, ils sont là illégalement, là, ça leur tente en tabarouette d'être là. Tu comprends que hustle, là, c'est des hustlers, là, tu comprends, les immigrants illégaux, là, c'est pas, ils sont pas là à se faire vivre sur le BS, là, c'est des travailleurs, là. Moi, je prendrais tout ce monde-là. Comme il vient ici, les gens, là, venez faire notre ménage, venez travailler dans nos usines, là, puis mais encore une fois, actuellement, on a tout déconstruit là, parce que par inconscience, pour faire des petits gains politiques médiocres. Là, mais moi, je te mettrais un beau funnel. Là, tu mets ces gens-là dans des formations, tu leur apprends à parler la langue, tu mets des genres de régimes d'emploi, là, accès à l'emploi, puis tu les rends productifs overnight. Là, en un trimestre, là, ils sont déjà en train de gagner 20$ de l'heure. Puis rapidement, il y aurait des gains majeurs pour l'économie canadienne. Malheureusement, on est pris dans cette espèce de débat stérile actuellement au Canada. J'ose espérer qu'on va sauter sur l'occasion si elle se présente. C'est pas dit, comme je dis, que M. Trump va mettre ça à exécution. Puis encore une fois, ça ferait très mal à l'économie américaine. Fait que peut-être qu'il va faire quelques stunts, là, genre déporter 10 000 personnes. Puis je veux dire, c'est terrible. Là. Je veux pas sonner insensible. Là. C'est des drames humains. Puis c'est absolument inacceptable. Mais je veux dire, par rapport, juste si on revient aux chiffres, là, aux 11 millions dont il a parlé, moi, j'y crois tout simplement pas. Je pense qu'il y a 11 millions, effectivement. D'un point de vue logistique, en tout cas, ce serait même très, très complexe à voir. Encore une fois, je pense que c'est normal que ça crée certaines inquiétudes de le voir de ce côté-là. Donc, si je comprends quand même assez bien ton analyse, ça sera peut-être intéressant après de parler un petit peu de taux d'intérêt aussi. On voit que ça bouge, que ça peut avoir un impact définitivement. Mais tu n'as pas l'air si inquiet que ça. En ce moment de par Trump. En fait, tu es plus comme énormément de gens qui disent « on va voir, regardons qu'est-ce qu'il va faire ». Il y a des inquiétudes, je pense, pour tout le monde dans son discours, parce que c'est un discours populiste. Ce qui veut dire que, comme tu dis, il dit énormément de choses sans qu'on sache s'il a réellement l'intention de le faire, comme au premier mandat. Je pense qu'il peut aussi avoir des gains définitivement aussi économiques. Est-ce que tu vois, parce qu'on a parlé un peu de la peur, de différentes choses, tarifs douaniers, potentiels, par exemple, qui décident de déporter des gens, mais est-ce que tu vois quand même, pour des entreprises canadiennes et québécoises, des bénéfices de l'arrivée de Trump au pouvoir? Parce qu'on peut être contre l'homme, on peut être contre ce qu'il représente d'un point de vue humain, mais d'un point de vue économique, j'ai vu énormément de gens
dire, ben, je pense que ça sera pas mauvais pour l'économie, pour le monde des affaires. Donc, j'ai beaucoup entendu It will be good for business and bad for humanity. Donc, une bonne chose pour les affaires, mais une mauvaise chose pour l'humanité. C'est quoi ton point de vue d'un point de vue affaires? Surtout, évidemment, d'un point de vue canadien, mais aussi, moi, je pense que si les États-Unis vont bien, ça nous aide à aller bien. On est quand même assez collé sur ce territoire économique-là. C'est quoi ton point de vue? Est-ce que tu vois des points positifs aujourd'hui à l'arrivée de Trump au pouvoir? Ben, des points positifs, encore une fois, je pense qu'on a parlé de fiscalité, là, ça va être intéressant de voir l'immigration, l'emploi, comment ça se comporte, la réserve fédérale, etc. Mais puis encore une fois, s'il fait toutes ces choses-là qu'il a dites, c'est inflationniste, c'est pas très bon. Mais s'il y a un peu de retenue, s'il écoute un peu les bonnes personnes, s'il se laisse influencer et que finalement, il ne fait rien de tout ça, M. Trump a quand même une façon d'approcher les relations commerciales internationales, l'entrepreneuriat et tout, c'est un entrepreneur, là, en fait, un peu particulier, mais tu sais, il est favorable là, à ce type d'activité-là. Puis je trouve quand même drôle un peu cette idée d'opposer entrepreneuriat et humanité. Là. Je veux dire, les entrepreneurs, c'est des humains, puis dans les entreprises, il y a des humains. Puis je veux dire, tu sais, M. Trump, évidemment, là, il est misogyne, il est un peu transphobe. Là, tu sais, il y a des catégories d'humains là, qui vont, oui, souffrir. Puis, tu sais, encore une fois, je m'en désole, évidemment, mais tu sais, évidemment, pour beaucoup de gens, là, encore une fois, ça peut créer de la richesse, de la valeur. En tout cas, c'est la promesse qui pop. C'est ce que voient d'ailleurs les électeurs en lui. Là, puis pas juste des hommes blancs de 42 ans éduqués, là, des Noirs, des Latinos, des gens à faible revenu, là, toutes sortes de catégories socio-économiques qui espèrent que M. Trump restaure une forme de dynamisme économique à la nation. Puis là-dessus, des fois, Dom, tu le sais comme moi, hein, croire que quelque chose va arriver, c'est déjà un pas vers que ça arrive. C'est vrai dans les entreprises, puis c'est vrai dans l'économie. Là, fait que si tout le monde est comme yeah, Trump, puis il se met à travailler 2 fois plus fort, ben guess what, ça génère de la croissance économique, de la productivité, puis tout ça. T'sais. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Je ne sais pas. Est-ce que justement, tous les groupes socio-économiques qui vont être perdants, comme justement les immigrants illégaux, comme les trans, comme les femmes, comme est-ce que ça va s'équilibrer? Je suis pas démographe, je suis pas sociologue, mais je pense qu'effectivement, ça peut avoir un effet d'entraînement sur l'économie américaine. Puis là, tu sais, entre nous, c'est pas un balado de politique qu'on fait, Dom, mais il va y avoir des élections au Canada d'ici 1 an, mettons. Ouais. Au Québec, tu sais, mettons qu'il y a des bonnes chances qu'on ait un changement éventuel de leadership. À Montréal et à Québec aussi. Tu sais, fait que, tu sais, l'échiquier de gens qui vont interagir avec les États-Unis dans 1 an, 18 mois, va être 100% différent de ce qu'il est aujourd'hui. Pas juste c'est qu'il la fasse, mais en termes de valeur, je te parie que les gens qui vont prendre le leadership à Ottawa, les gens qui vont prendre le leadership à Québec vont être très différents de ceux qui sont là actuellement. Comment est-ce qu'eux vont entrer en relation avec M. Trump, avec son équipe, avec les gouverneurs et les sénateurs et les représentants américains? C'est là où, encore une fois, il y a aussi même de notre côté de l'incertitude, soit dit en passant. Fait que, je sais pas. Je sais que M. Trudeau avait pas une très bonne relation avec Donald Trump parce que Pierre Poilievre va savoir se faire aimer s'il est élu. Maybe, maybe not. J'ai aucune idée. J'ai été surpris C'est là d'entendre parce aussi. on la connaît bien toutes les deux. Mélanie Joly était dans une entrevue avec Patrick Lagacé la semaine dernière à dire que Trump avait une bonne relation avec Trudeau. Ça, je l'ai trouvé un petit peu poussé quand j'ai entendu ça de la ministre Joly, de dire que les deux se respectaient énormément. Du moins, on n'a peut-être pas la même notion du respect parce que quand on voyait les deux, je sens qu'il y avait une certaine tension effectivement avec les deux. Puis peut-être une autre question, je sais que tu es un fan de la... Je sais pas si tu es un fan de la filière batterie, mais tu es une des personnes que je connais qui est le plus grand fan de l'électrification des transports. Tu as été effectivement propriétaire d'une Tesla, mais aussi ambassadeur de ce milieu-là. Est-ce que tu penses, parce qu'on peut parler de Lion électrique, qui s'en va, selon moi, tout droit vers la faillite, ou au minimum en redressement, après un 2e redressement, qui est un 3e redressement. On entend Northvolt aujourd'hui qui est en mauvaise posture. Est-ce que tu penses aussi que l'arrivée de Trump est peut-être ce qu'on appelle le clou dans le cercueil de la filière de batterie, qui était ce projet porté par Fitzgibbon, projet dans lequel on a mis des centaines et des centaines de millions au Québec? Moi, j'en entends beaucoup parler justement dans mes conférences. Parfois, les gens me demandent mon opinion sur Northvolt. On sent une frustration envers tout ça. Toi, tu le vois comment, ce projet-là et son impact, peut-être avec l'élection de Trump? Faut faire un autre balado. Comment dire? Je pense, mettons, je vais limiter à peu de choses. M. Trump a été très influencé et semble très proche et semble vouloir écouter une personne en particulier en ce moment, c'est Elon Musk. Puis Elon Musk
On aime ou on n'aime pas, mais à la fin, fondamentalement, je pense qu'il pense que les autos électriques, c'est une bonne chose. Dans les faits, il a monté Tesla où c'est actuellement. Sa fortune, de manière très intéressée, sa fortune dépend que cette industrie-là aille bien, qu'il y ait des subventions pour les autos électriques, que les gens achètent des autos électriques. Et même si c'est pas juste son fric, parce que je pense que M. Elon Musk il est comme un peu rendu par-delà le fric, là, dans une certaine mesure, je pense qu'il y croit, tu sais, puis je pense que M. Trump l'écoute entre milliardaires, mettons, mais fait que là-dessus, je sais pas, M. Trump a semblé très favorable à l'industrie pétrolière, puis il a dit qu'il allait abolir le Inflation Reduction Act, qui était une mesure de M. Biden pour les batteries, les panneaux solaires et tout, mais je suis pas sûr qu'il va faire ça, encore une fois, parce que ce qu'il dit pendant la campagne, puis ce qui est la réalité, que il y a plein de républicains qui possèdent des entreprises de panneaux solaires, puis des autos électriques, puis j'en connais, moi, des gens de droite qui se promènent en Lucid à 150 000 $, là, tu comprends? C'est des belles voitures, les autos électriques. Fait que je sais pas, encore une fois, comment ça va atterrir. Fait que ça, c'est la première chose. Je continue de penser, puis tu sais, Trump, après, c'est 2 ans, peut-être jusqu'aux midterms, fait qu'on va voir aussi ça, mais tu sais, je pense pas qu'il va détruire à lui seul une tendance planétaire, séculaire vers l'électrification. Je pense que c'est encore un bon pari de parier sur cette transition-là. Deuxième chose, là, Léon Nordvolt, moi, je prends le contre-pas de tout ce qu'on dit et tout ce qui est écrit dans les médias d'hommes, puis lancez-moi des tomates si vous voulez. Je pense qu'on a le savoir-faire au Québec pour faire ces business-là. Je pense qu'on a la force entrepreneuriale, on a tout ce qu'il faut. Ce qu'on n'a pas, c'est du fric. Puis là, je t'entends, puis tu sais, moi aussi, j'en donne des conférences, puis moi aussi, on me pose des questions, puis je fâche le monde quand je donne ma réponse. Lyon électrique, là, on a mis 100 millions de dollars là-dedans. Tu comprends que pour Tesla, là, 100 millions de dollars, là, c'est un petit déjeuner. Tu comprends comme on voit tellement petit, puis on fait des front page news avec 8 millions donnés à lui, puis si on veut jouer dans la cour des grands, je sais pas comment vous dire, là, puis je sais que c'est de l'argent public, puis c'est bien fâchant, mais le Inflation Reduction Act, c'était 400 milliards de dollars qui s'est ajouté au CHIPS Act, qui était 200 milliards de dollars. Nous, on a donné 2,2 milliards à la filière batterie, ça marche pas tout de suite, puis on est fâché, tu sais, fait que Lyon électrique, là, la demande pour des autobus électriques, il y a des millions d'autobus à fabriquer, puis Lyon est dans une bonne posture technologique, géographique pour le faire, mais Tesla, Lucid, Rivian, Fisker, tout le monde est passé par là. T'as comme 5 ans où ce que tu brûles infini d'argent parce que scaler une business industrielle, ça coûte foutument cher. Genre, mais comme, on peut pas... Toi puis moi, là, qui vendons des services là, ou de la tech, là, on peut pas s'imaginer là, des machines, de la PI, des ingénieurs. Fait que moi, je pense que Lyon, à la limite, faudrait mettre 4 milliards là-dedans, tu comprends? Mais là, tu imagines le scandale, là, puis tout le monde va déchirer leur chemise puis sortir dans la rue. Mais déjà, bon... qu'est-ce qu'on va publier comme thumbnail avec ce podcast-là qu'on a fait ensemble? Mais tu comprends ce que je veux dire? Et je vais taguer Olivier Primo pour être certain qu'il vient. Ben, c'est ça. Puis là, ouais, je sais pas si tu as vu, là, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans Olivier Primo tout de suite. On fera un autre balado sur Olivier Primo. Mais tu sais, encore une fois, fait que, tu peux être populiste par rapport à cette affaire-là puis te fâcher pour tous les millions de dollars qu'on investit. C'est triste, je trouve, la réaction qu'on a collectivement face à la filière batterie, face à l'électrification des transports. Puis il y a d'autres joueurs qui sont en train de manger notre lunch en passant. Là, fait que, soit on fait rien, puis je l'ai dit sur plusieurs tribunes, d'hommes, on peut continuer à exploiter le lithium, là, puis à le mettre dans des boîtes, puis shipper ça sur des palettes, puis que d'autres personnes fassent l'argent. Moi, j'aime aussi bien que ça soit à Bécancour, puis à McMasterville, puis chez nous, tu sais, qu'on ait la propriété intellectuelle, puis l'assemblage, puis les cathodes, puis la batterie finale. Mais, tu sais, drôlement, d'homme, on n'a pas cette culture-là au Québec. Je trouve ça triste, mais on n'a pas cette culture-là de bâtir des business multimilliardaires from scratch. Puis ça fait qu'à chaque fois qu'on remet un 10 millions, ça fait la page couverture des médias. Puis ça fait que tu imagines bien qu'avant d'en mettre un deuxième, là, tu vas aller voir jusqu'au ministre, puis jusqu'au pape, puis jusqu'au bon Dieu, tu sais, mais 10 millions de dollars, Dominique, je sais que, tu sais, mais là, j'interpelle les entrepreneurs dans la salle. Là, représentez-vous que Tesla, suite au rallye de cette semaine, vaut 1,1 trillion de dollars, 1000 milliards de dollars. Tu penses-tu que ça les fait pleurer 100 millions, Tesla? Tu comprends? Tu penses-tu qu'ils sont menacés par Lyon électrique? Là? Tu comprends? On est des clowns dans cet univers-là si on n'est pas capable de double down.
Fait que peut-être pas 4 milliards d'hommes, mais je leur me donnerais 100 millions par trimestre, les yeux fermés. Je suis convaincu qu'il y a un outcome positif pour cette business-là des autobus puis des camions électriques, mais ça va prendre 5 ans. Puis j'ai juste la peur qu'on va les lâcher en chemin, comme on est en train de lâcher Nordvolt. Puis, tu sais, Nordvolt, soit dit en passant, là, je veux pas comme faire un petit professeur Francis, là, mais c'était la réaction occidentale pour réoccidentaliser la production de batteries. Combien d'argent tu penses que les Chinois y ont mis depuis 15 ans dans la production des véhicules électriques, des batteries, des panneaux solaires? Tu penses-tu qu'ils ont mis 2 milliards, là, comme le Québec? Là? Ils ont mis comme probablement 1 trillion de dollars dans leur industrie. Tu comprends? Fait à la fin, si on veut occidentaliser cette production-là de matériaux critiques, puis que chaque petit gouvernement se regarde le nombril. Ah, moi, j'ai mis 1 milliard, toi, t'as-tu mis 1 milliard? Puis là, tu sais, finalement, Nordvolt, ils peuvent pas jouer à armes égales contre les Chinois puis contre les Coréens. Fait on refait la même chose. Ah, on veut de la production de batteries en Occident, on met 1 milliard, plus sinon que ça marche pas la première semaine, on dit, ben là, comment ça que ça marche pas ton affaire? J'aimerais ça qu'on pense un peu plus comme des VC que comme des chômeurs, là, dans une certaine... On sent que t'es un peu plus passionné par la filière batterie. Je t'ai dit, c'était un autre balado, Dominique. Comment utiliser Trump pour craquer Francis sur la filière batterie puis lui faire dire des choses comme il faudrait leur donner 100 millions. C'est opinion. Puis tu vois, je pense que c'est pour ça qu'on est allé te chercher sur le podcast. On l'entend pas, cette opinion-là. Je suis d'accord. Même moi, à force de lire des gens, je pense, fâchés après Lyon, je suis devenu fâché après Lyon, tu sais, parce que ça devient comme le réflexe classique de dire, OK, ça fait pas vraiment de sens. Puis après, ben, t'as raison de dire qu'il y a des projets ambitieux. C'est sûr que ça fait pas de sens. C'est sûr que ça fait pas de sens, mais Tesla, ça a fait aucun sens pendant 10 ans, tu sais. Je me rappelle, tout le monde disait que c'était mort. Il perdait 700 millions par trimestre. Il est passé plus d'une fois. Inimaginable. Mais il faut que tu passes par là pour te rendre de l'autre côté. Puis si on veut ça chez nous, puis moi, je pense qu'on le veut, mais si on le veut, ben, il faut les soutenir jusqu'au bout. Sinon, on peut pas faire un pas vers l'avant, un pas vers l'arrière. Il y a aucune... Moi, honnêtement, des fois, là, je trouve que Marc Bédard, là, il doit avoir des cojones là, plus grosses que ben du monde. Là, de porter ce projet-là depuis aussi longtemps, être dans les médias tous les 2 jours, à chaque million qu'il reçoit, c'est comme « Ah, ça va mourir! » C'est comme, man, on peut-tu lui faire une statue à ce gars-là? En tout cas, bref, faut pas me partir. Exact. Puis si on termine sur un dernier sujet pour les derniers 5 minutes ensemble, taux d'intérêt. Est-ce que tu penses autant que l'arrivée de Trump va avoir un impact sur les taux d'intérêt? Évidemment, on a parlé d'inflation, ce qui pourrait vouloir dire une hausse éventuellement des taux d'intérêt. Je pense que tout le monde aujourd'hui semble vouloir aller faire des taux d'intérêt variables en se disant que ça ne pourra jamais remonter aussi haut. Je pense que tout ce qui monte redescend et tout ce qui redescend va remonter. Mais comment le vois-tu dans les prochains mois? Vois-tu que ça pourrait changer un peu le paysage? Là? Je pense qu'on recommence à être dans quelque chose qui fait du sens au niveau économique. Du moins, de mon point de vue, j'ai l'impression que ça faisait pas de sens de se faire donner de l'argent gratuitement. Ça faisait peut-être pas de sens non plus à quel point ça a monté d'une manière drastique. C'est quoi ton opinion là-dessus pour les entrepreneurs? Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter aujourd'hui de revoir les taux monter rapidement ou de voir une certaine stabilité? Ou tu as une impression comme économiste qu'on va continuer quand même à avoir une baisse sur les prochaines années? C'est une question vraiment complexe. Pas parce qu'en soi, c'est complexe les taux d'intérêt. S'il y a de l'inflation, on les monte. Quand il n'y en a plus, comme au Canada, on les baisse. Mais évidemment, les banques centrales ont 2 missions. La première, qui est la mission principale, c'est de contrôler l'inflation autour de 2 %. La deuxième, c'est quand même de stimuler de faire la croissance économique, de s'assurer qu'il y ait de la richesse qui est créée. Puis là, ce qu'on a vu, c'est qu'évidemment, il y a eu beaucoup d'inflation au Canada. On a beaucoup augmenté les taux, puis ça a comme un peu, sans tout à fait étouffer l'économie, ça l'a emmené dans une période un peu stagnante. Fait que là, on baisse les taux. Jusque-là, tout va bien. Puis au Canada, selon toute vraisemblance, l'économie ne va pas super bien. On est en stagnation un peu perpétuelle. Il n'y a pas de gain de productivité. Les gens investissent peu. Il y a un peu plus de chômage. Fait que, bref, on va voir les taux baisser. Mais le problème, c'est que les États-Unis, encore une fois, sont une économie à laquelle on est très intégré. Puis il y a un mécanisme par lequel, s'il y a un trop grand différentiel de taux, c'est-à-dire si le taux directeur américain est élevé et celui au Canada est faible, ben, l'argent, là, les placements juste très liquides, là, ils vont aller acheter plus des obligations américaines que des obligations canadiennes, mais comme à coût de dizaines de milliards. Là, comme un impact sur notre dollar. Ben, ça augmente la demande pour les dollars US et ça baisse la demande pour le dollar canadien. Donc oui, ça a tendance à faire baisser la valeur du dollar canadien.
parallèlement à ça, M. Trump dit n'importe quoi, il veut contrôler la Fed, etc. Mais mettons que lui partait dans une logique inflationniste, là, pour toutes les raisons qu'on a dit, puis que là, ça obligeait la Fed à augmenter ses taux. Ben là, on se retrouvait avec un plus grand gap. Donc là, récemment, la Banque nationale a dit qu'elle révisait leur cible à 68 cents $ canadiens pour dollar US. Si on se retrouvait à 65 cents puis à 60 cents, ça serait une catastrophe. Puis pour plusieurs raisons, mais drôlement, on importe aussi beaucoup de choses des États-Unis, Dom. Puis si demain, le taux de change perd 10 % encore, ben, ça va tout coûter 10 % plus cher, même sans tarif. Et donc, ça va créer de l'inflation. Donc, on pourrait avoir une situation où on a des taux relativement bas et de l'inflation qui dépend juste de la situation américaine. Et là, on est obligé d'augmenter le taux pour contrôler cette inflation-là, mais l'économie n'est toujours pas repartie. Fait que là, on se retrouverait dans un genre de conundrum dans lequel Tiff Macklem de la Banque du Canada serait un peu mal à l'aise. Je continue de penser que M. Trump ne va pas faire toutes ces bêtises-là. Donc, selon toute vraisemblance, les taux vont baisser de part et d'autre, vont se suivre. Ça va être un peu plus facile. Mais l'avenir nous le dira là, par rapport aux mesures qui sont mises en place par nos voisins du Sud. Je pense que pour la prochaine année, en tout cas au Canada, on peut s'attendre à ce que les taux continuent de baisser, restent relativement faibles. Donc, c'est un peu un bon temps là, pour ceux et celles qui ont des projets de CAPEX, du software, une acquisition d'un immeuble ou de la machinerie. C'est un bon temps là, de faire des ententes de financement. Ça risque de bottom out là, au courant de 2025. Puis après ça, c'est difficile de dire si ça va rester là pour longtemps ou si ça ne pourrait pas repartir à la hausse. Toutes les mesures de Trump, pour conclure, Dom, toutes les mesures de Trump ne vont pas se faire le 3 février non plus. Tu comprends? Comme déporter 11 millions de personnes, si c'est ce qui fait prendre le contrôle de la Fed, c'est ce qui fait mettre des tarifs douaniers, ça va prendre au moins 1 an là, ou 2. Là, puis là, il y a les midterms. Fait, comme je le dis, il ne faut pas craindre qu'en juin 2025, il y ait la fin du monde. Là, pour moi, d'une certaine façon, comme je dis, l'élection de Trump, même si ce n'est pas notre outcome souhaité pour plein de raisons, ça nous emmène une forme presque de stabilité, weirdly, pour la prochaine année. Puis après ça, il pourrait y avoir toutes sortes de bordel qui se mettent en place. Il a été élu démocratiquement. Donc, la réalité, c'est qu'on peut être pour, on peut être contre. En finale, cette fois-là, il n'a pas revendiqué qu'il avait gagné quand il a perdu. Il a réellement gagné. L'entièreté des analystes confirment et reconfirment la victoire de Trump. Donc, il faut quand même aussi se dire que les Américains souhaitaient un changement. Probablement Biden est très responsable de ce changement-là, n'ayant pas fait énormément pour l'économie américaine. Certains diront que oui, mais définitivement, il y avait un changement de cap qui était important. C'est un débat politique, c'est un débat sensible. Aussi, moi, j'ai vu juste ce midi au bureau, il y avait une personne un peu plus pro-Trump envers énormément de pro-démocrates. Et tout ça, une tension aussi. Puis je pense qu'au Québec, on est émotif face à ça, un peu comme on était entre fédéralistes et souverainistes il y a quelques années. Très difficile de prendre une décision. Je pense que tu es rassurant, ça aide rassurant parce qu'énormément de tes réponses viennent de « on verra ». On verra de ce qui va se passer. Je pense qu'on pourra suivre un petit peu la situation. Mais tu as un certain doute sur ce que Trump va faire. Je pense qu'on souhaite effectivement ce doute-là et voir où tout ça nous amènera. Puis ce qu'on oublie souvent, c'est que 4 ans, comme entrepreneur, comme gens d'affaires, ça passe à une vitesse tellement vite. Donc, je pense qu'il faut voir comment on est capable de tirer profit de ces 4 ans-là. Puis, comme entrepreneur, de peut-être en trouver certains avantages, définitivement. Mais ça va bouger dans les prochaines années. Puis, je pense qu'on peut au minimum être certain que ça ne va pas être plate. Il va y avoir énormément de rebondissements dans ce scénario-là de l'arrivée de Trump au pouvoir au début de 2025. Donc, je te dis un gros merci, Francis, pour ton temps. Je pense déjà 35 minutes qu'on se parle sur ce sujet-là. Merci d'avoir mis ton opinion aussi. Je pense qu'on va faire des prochaines capsules, soit ensemble ou avec différents dérangeants. Mais ce que j'aime, c'est l'aspect que tu es capable d'aller où les gens ne vont pas. Souvent, les économistes, on a l'impression qu'ils disent tous la même chose. Mais l'aspect, justement, de dire « Hey, du cash si on veut créer des grosses choses », je pense que ça fait du bien à entendre, puis ça peut remettre dans la tête des gens une perspective différente. Fait qu'un gros merci d'avoir accepté de rejoindre les dérangeants en tant qu'expert. Et si les gens veulent te suivre, ben, t'es toujours dans le Journal de Montréal, on peut te lire, à Cube Radio, sur lequel on peut te voir sur différentes tribunes comme conférencier. Et vous pourrez continuer à entendre aussi Francis en vous abonnant au podcast des dérangeants qui est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Allez sur YouTube, suivre et faire un petit « Je suis la page » ou un like. Ça aide l'algorithme. C'est bien important, les algorithmes, définitivement, pour réussir à avoir plus de visibilité. Et un gros merci. Et on se revoit prochainement pour un autre podcast des dérangeants. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!